Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre viatique de la nuit, encore une fois, qui va vous emporter loin, très loin, dans les univers pluriels et parfois tourmentés de tous les invités de ce soir. De Bergman en passant par Hitchcock, Hamina jusqu'à Badir, eh bien 60 ans au service du cinéma. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau aujourd'hui Ahmed Bejaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Ahmed C'est toujours un Bejaoui. plaisir. Doit-on encore vous présenter ce soir, après 60 ans de carrière, Ahmed Bejaoui? Un homme de culture, un grand homme au curieux. service de la culture. Diplômé de l'Institut du cinéma de Paris, vous êtes producteur, un rapport assez particulier, fusionnel, passionnel, parfois même, j'allais pratiquement dire, obsessionnel avec le monde des images. Le pourquoi du comment, 60 ans après, eh bien nous allons en parler ce soir en votre compagnie. Merci Ahmed Bejaoui. L'histoire nous rattrapera toujours, disait quelqu'un, un historien dont je salue la mémoire, Mahfoud Qaddash. Eh bien justement aujourd'hui l'histoire à travers notre deuxième invité et son exposition, j'allais dire son exposition, oui, il nous expose sa vision des choses, sa problématique de l'habillement à travers son ouvrage, l'habillement masculin en Algérie, et justement, impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle, et c'est paru aux éditions Hélium. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mohamed Labidi, bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous avoir sur ce plateau, Mohamed Labidi. Vous êtes pluriel, je ne saurais pas comment vous présenter en même temps que Ahmed Bejaoui. Vous êtes auteur, designer. Mais pas à la hauteur. Hein. Non, mais votre carrière, justement, vous nous donne réellement le vertige des sens. Alors, vous êtes, à travers cet ouvrage-là, Mohamed Labidi, l'habillement masculin en Algérie, on est dans une triple approche, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, dans une approche sociologique, dans une approche historique, mais également dans une approche artistique. Un véritable voyage dans le temps, dans l'espace, à travers cet ouvrage-là. Et je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, encore une fois, je le répète souvent, on n'est pas souvent d'accord avec l'animateur sur ce même plateau, nous sommes réellement dans ce qu'on appelle la confrontation d'idées. Eh bien, c'est ce qui vous a conditionné, je pense, c'est votre parcours et surtout le regard du petit garçon que vous étiez dans cette Algérie tourmentée, de la Casbah d'Alger. Oui. Eh bien, donc témoignage à travers cet ouvrage sur lequel nous reviendrons ce soir, encore une fois qui est un peu conditionné la rencontre de votre rendez-vous culturel. Et puis, troisième invité, nous parlerons également d'histoire et de mémoire. Nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Safi Abdelhoussine Zbelli, bonsoir. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Eh bien, écoutez, c'est la première et j'espère pas la dernière fois que vous passez Inch'Allah. sur ce plateau. Vous êtes pédagogue, spécialiste en didactique de langue anglaise. Depuis 2013, vous animez également un blog dans lequel vous parlez, vous racontez également vos souvenirs d'enfance, mais aussi votre témoignage au quotidien de ce qui fait bouger la société algérienne. Aujourd'hui, vous êtes de passage sur ce plateau pour la promotion de votre ouvrage 1er novembre 54, Petite histoire dans la grande histoire, préfacé par Lazari Lapter, et c'est paru aux éditions L'Odyssée. Eh bien, cette fois-ci, on est réellement dans ce qu'on appelle l'écriture de l'intériorité, du témoignage. Il n'y a pas réellement seulement le regard de la petite fille que vous étiez, mais également de tous ceux et de toutes celles qui vous ont accompagné dans cette Kabylie natale. Oui, effectivement. En fait, ceux qui m'ont confié leurs souvenirs aussi de leur enfance durant la guerre de libération ne sont pas seulement de Kabylie. Entre autres, voilà. C'est une Algérie complètement éclatée, j'allais dire. Tout à fait, c'est des récits qui auraient pu être racontés par un enfant des Hauts-Plateaux, ou de l'Oranie, ou du Constantinople. Il y a une forme d'identification quand on lit également tous les cet ouvrage. enfants pris dans le tumulte de la guerre auront vécu la même chose. L'écriture du ressenti, l'écriture de la peur, l'écriture du questionnement. Exactement. Il en est également question ce soir. L'incompréhension, tout à fait. Ça va être, j'allais pratiquement dire, une séance de psychanalyse de groupe ce soir sur le plateau de Culture Club. Et puis nous parlions justement de cette écriture de l'intériorité et du questionnement. Nous en avions parlé pas plus tard que la semaine dernière. Rappelez-vous, 6 artistes en dialogue à travers des horizons divers, cela dit en passant entre la sculpture, la photo et la peinture. Il est impossible de dissocier son parcours, justement, sa réalisation plastique à ses écritures littéraires. Il s'agit de notre quatrième et dernière invité, Nariman Roulamla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Un plaisir également de vous avoir pour la première et non, certainement pas pour la dernière. Je l'espère également. Ce qui a réellement conditionné également une certaine exposition simulacre qui s'est passée, rappelez-vous, j'en parle à nos téléspectateurs, à la Villa Abd el-Taif, encore une fois, elle témoin, cette maison témoin d'histoire et de mémoire, un peu notre ville à Médicis. Eh bien, c'est
simulacre, et à travers laquelle vous vous êtes laissé aller, nous avez donné à voir vos univers, à pénétrer vos univers, et bien justement, également à travers une exposition où il était question d'objets avec lesquels vous dialoguiez. Objet, avez-vous donc une âme, disait donc un penseur. Et avec vous, on allait voir votre intérieur, j'allais pratiquement dire. Si je me trompe, bien sûr, vous me du tout. Non, vous êtes, rectifiez. ouais, c'est très bien. Donc, les souliers, un banc, un tableau. Seriez-vous une véritable fétichiste artistique? Artistique, on précise, ouais. Bah, pour moi, l'objet, j'essaie toujours de lui donner un sens, la quête du sens. Une âme déjà, oui. Parce que c'est des objets du quotidien qu'on côtoie tous les jours et qu'on ignore en fait. Mais là, j'essaie de leur donner sur ma toile, qui devient une scène d'ailleurs. On est avec vous dans une forme de, ce que je disais à Madame Safia Esmeli, une forme de psychanalyse de groupe, parce que c'est un peu l'enfermement de cette période à travers contre laquelle nous luttions à travers comment on appelle ça déjà, ce microbe invisible qui était le coronavirus. Exact. C'est l'enfermement qui vous a réellement poussé à ce questionnement-là. Eh bien, nous allons en parler ce soir. Okay. Préparez-vous à avoir 1001 questions de l'animateur. Rebonsoir à vous, rebonsoir Ahmed Bejaoui. Beaucoup d'ouvrages, une quinzaine, une vingtaine d'ouvrages, Cinéma, guerre de libération nationale. Au départ, j'aimerais justement revenir sur votre rapport à l'image, sur votre histoire à l'image. Ahmed Bejaoui, d'où vous vient cette relation passionnelle, obsessionnelle, mais alors là, je le disais, hein, une relation fusionnelle par la même occasion. Ça ne s'est jamais arrêté, 60 ans au service du cinéma et l'aventure continue. Et pourtant, ces 60 ans ont été précédés par des épisodes également de passion pour le cinéma. En fait, je n'ai jamais eu le choix. L'image a fait une intrusion dans ma vie. Elle est entrée par effraction. Violente, oui, tout à fait, puisque mon oncle était projectionniste dans le village où nous habitions à l'époque. Et il ramenait les films en 16 mm à la maison. Donc à partir de 5 ans, je voyais des films en projection privée. J'ai vu tous les classiques, j'ai découvert Chahine, j'avais 7 ans. J'ai découvert les grandes... Et quand je suis arrivé à la télévision, j'ai repassé des films que j'ai vus quand j'étais gamin. Donc les souvenirs, c'était des espèces de... C'était comme si ma peau... c'était inscrit dans ma peau, pas dans ma mémoire simple. Donc vous avez été conditionné dès le départ. Ah, dès le départ. Je suis tombé dans le cinéma, ou je ne sais pas, le cinéma m'est tombé dessus. Et après, au collège de Slan à Tlemcen, à un moment donné, on avait un professeur de philosophie qui dirigeait le ciné-club et qui a remarqué, qui m'a emmené au ciné-club, à la Fédération nord-africaine des ciné-clubs, où c'était très difficile d'entrer. Et puis, un jour, il est parti et on a appris qu'il avait été interdit de séjour pour ses liens avec le FLN. C'était en français, mais pour ses liens avec le Front. Et il a dit, c'est lui qui va, c'est Ahmed qui va. J'avais 15 ans. J'ai dirigé un ciné-club à 15 ans. Donc, quand je suis arrivé à Téléciné-Club, en fait, j'avais 10 ans d'expérience. J'ai tous les jeudis, dans le réfectoire du collège, je présentais un film, je le choisissais, je le choisissais dans le répertoire du cinéma de l'éducation nationale. J'allais à la gare, je visionnais. Des fois, je visionnais le film 10 fois pour être sûr de pouvoir en parler. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Si bien que... Et puis après l'indépendance, j'ai créé aussi la première association culturelle qui s'appelait Jeunesse Culture Progrès, avec Mounir Bouchnaki et des gens comme cela. Et on avait un ciné-club où on avait les jeunes filles du lycée de Tlemcen et les jeunes du lycée de garçons qui se mélangeaient dans ce ciné-club le dimanche matin. Donc voilà, c'est un itinéraire continu et qui ne s'est jamais arrêté. Pour notre plus grand plaisir, Ahmed Bejaoui, nous nous attarderons ce soir, entre autres, sur votre ouvrage Cinéma, guerre de libération nationale, Algérie, des batailles d'images, paru aux éditions Chihabi. Bien justement, depuis plus de 64 ans que nous sommes aujourd'hui libres, quel est aujourd'hui notre rapport à l'histoire cinématographique? Où en est-on quant à l'écriture de cette mémoire? C'est ma première question. La seconde qui suit, est-ce qu'aujourd'hui on est réellement dans la préservation de ce patrimoine filmique? Et surtout, où en est-on quant à sa numérisation? Alors,
Ça, c'est deux questions énormes que vous posez. Tout un débat. C'est, oui, gigantesque parce que ça. Alors, l'histoire, quel rapport avec l'histoire? Parce que ce livre, c'est le premier que j'ai écrit en 2014. 2014. Il a fallu des années de recherche et de croisement d'informations pour y arriver, parce que c'était pour moi très important. Des articles que j'avais écrits après l'indépendance, j'écrivais au Moudjahid, j'étais critique de cinéma. Et donc c'est un achèvement. Et il était important pour moi de montrer la place du cinéma pendant la guerre de libération, pendant la période coloniale aussi, parce qu'il y a eu Tahar Hennesh aussi, il y a eu des Algériens ont fait du cinéma quand les pieds noirs n'ont jamais essayé. Ils ont construit des salles, ils ont fait de l'argent avec des salles, mais c'est les Algériens qui les dirigeaient. C'est les Algériens qui étaient au cinéma. Il y a un grand malentendu sur la période des années 60 où il y a eu une nationalisation. En fait, c'était les Algériens qui tenaient tout le cinéma. Les Français avaient les murs pour ne pas payer les impôts. Mais le directeur de la salle, c'était un Algérien. L'exploitant, le distributeur, c'était des Algériens. Il s'appelait Mansali, il s'appelait Louni, je les connaissais tous. Et donc, il était important de rénover ce rôle du cinéma depuis la période coloniale, montrer que les Algériens étaient dans l'avant-garde et que ce cinéma méritait mieux que ce qu'il a vécu. Il méritait une place de choix parce qu'il a gagné la bataille, il a accompagné le fusil dans la bataille, il a accompagné la diplomatie dans la bataille. Ce cinéma a internationalisé la cause algérienne. Absolument. Il est entré dans le cœur, et grâce au cinéma, on est entré dans le cœur de l'opinion publique internationale. C'est avec des films comme Yasmina, etc. Malheureusement, les choses se sont mal passées. Et en 2014, lorsque j'ai vu effectivement que les choses commençaient un peu à prendre la mauvaise direction, j'ai écrit ce livre pour rappeler. Parce qu'il est parti d'une phrase que m'avait dite Reda Malek, Allah yarhamou. Reda Malek m'avait dit le cinéma, parce qu'il avait participé. Figurez-vous que quand Jamal Din Chanderli et Pierre Clément ont tourné le film, le documentaire sur Sarkis Youssef, ils sont arrivés quand ça fumait encore. C'était Reda Malek qui tenait la torche, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et c'est lui qui tenait. Donc il m'a dit, le cinéma mérite une place de choix dans la culture, et plus que ce qu'on lui donne aujourd'hui. Soit plus de 60 ans, je le disais au sommaire de l'émission, depuis notre indépendance, 64 ans bientôt, le mois de juillet. Mais où en est-on aujourd'hui quant à la préservation de notre patrimoine filmique? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à tout numériser, Ahmed Bejaoui? Alors malheureusement, nous avons fait des choix dans les années 60. Il faut dire que les années 60, après l'indépendance, à partir du moment où 64, la décision catastrophique de nationaliser les salles et de les donner aux communes, alors que ces salles appartenaient à des Algériens qui les dirigeaient, qui connaissaient leur public. On a ensuite, en 69, nationalisé les distributeurs. Il y avait 13 distributeurs algériens sur la place. Ils connaissaient leur public, ils savaient que tel film, il devait aller au Doni Z et pas à l'Algérie. Ils savaient exactement ce qu'on a créé le vide sidéral. Et maintenant, on n'arrive plus à reprendre le fil des choses. Donc, ces décisions, à l'époque, ont été catastrophiques. Et puis, la grande chose, c'est qu'on a donné le monopole de la production également, puisqu'il y avait Kasbah Film. En 69, Kasbah Film disparaît, alors qu'ils avaient fait la bataille d'Alger. Ils ont fait le film qui a marqué le plus l'histoire, enfin les mentalités pour la guerre de libération. On garde l'espoir que ça redémarre. Mais il y a des problèmes structurels, il faut remettre le cercle vertueux du cinéma tel qu'il existait, c'est-à-dire par des professions privées. L'État ne peut pas régenter le cinéma tout seul. Il faut laisser la société civile exercer son métier. Ce ne sont pas des métiers qui rapportent beaucoup d'argent, ce sont des métiers modestes, mais
il y a un professionnalisme à remettre en selle et une confiance à redonner à la société civile. Il y a une thématique dont on ne parle pas souvent à la télévision, mais également sur d'autres plateaux, Ahmed Bejaoui, c'est la place de la femme depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc de la femme objet à la femme sujet, ces femmes-là, réalisatrices, ont-elles réellement aujourd'hui, en 2026, pris leur revanche sur leurs confrères hommes? Les Draoui, les Bendi Merad, les Sahraoui, les Chouir. Hein. Je suis en train de m'occuper, avec la télévision, de restaurer la Nouba des femmes du Mont Chénois de Assia Djebar que j'ai produit. Que vous avez produit, hein, lorsque vous étiez à la télévision. À la tête de la production de la télévision. Mais ça fait 2 ans réalisatrice, hein, Assia Djebar. Et donc, moi, je suis derrière l'arrivée de la première femme réalisatrice algérienne. Donc, la féminisation du cinéma algérien, je suis fier de cela. Après, je suis fier... Ça fait beaucoup de bruit à l'époque. Hein. Comment, Assia Djebar, comment une femme réalise un film? Est-ce vrai, est-ce faux, Ahmed Bejaoui? C'est largement vrai, parce que j'ai dû subir des tirs de barrage de gens qui disaient mais pourquoi Assia Djebar, c'est une écrivaine, pourquoi elle fait des films? J'ai dit moi je lis ses livres et je vous vois vos films. Je lis ses livres et je vois vos films, et quand vous aurez le niveau d'Assia Djebar, vous viendrez m'en parler. Mais il y a eu des pétitions contre elle, etc. Mais heureusement, enfin, à la sortie de la Cinémathèque, elle s'est fait vraiment arnaquer, et les gens demandaient de signer contre elle. Ils ont déprogrammé son film au Festival de Carthage, par exemple, en disant c'est un téléfilm, c'est pas un film, etc. Et heureusement, à un moment donné, Pontecorvo m'amène, il m'amène le président du Festival de Venise, qui se relançait, et qui s'appelait Carlo Lizzani. Voilà, Carlo Lizzani, qui voulait voir des films. Il lui a dit, c'est à la télévision qu'il y a des bons films, Pontecorvo. Il est venu, il a vu un certain nombre de films, j'ai présenté 5 films, il a retenu 2 films, c'était Boualem Zil Goddem de Moussa Haddad, et la Nouba des femmes. Quand il a vu la Nouba, il est tombé par terre. Et il l'a programmé, et il a eu le prix de Venise. Et ça, à ce moment-là, Assia Djebar, qui était entrée dans une dépression totale parce qu'elle commençait à douter d'elle-même, après toute cette haine, elle a revu. Elle m'a écrit une lettre que j'ai gardée en me disant Ahmed, nous l'avons mérité et maintenant je revis. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réécrire en français, parce qu'elle avait suspendu l'écriture pour le cinéma, et ça lui a redonné du courage. Voilà. Vous avez écrit, Ahmed Bejaoui, Cinéma et guerre de libération nationale, Algérie des batailles d'images, je le rappelle, paru aux éditions Chihab. Vous avez écrit, je vous cite, à la page 13, plus de 70 ans, justement, après son déclenchement, la guerre de libération continue de produire des représentations divergentes et plus ou moins personnelles. On aurait pu penser que cette longue période écoulée depuis le 1er novembre 1954 allait nous imposer une attitude de recul par rapport aux événements qui ont si dramatiquement marqué les rapports entre l'Algérie et la France. Or, il n'en est rien. En Algérie, l'immense majorité de la population est née après l'indépendance. De l'autre côté de la Méditerranée, les cadres de l'armée française sont presque tous disparus. À cet égard, la mort du général Ossarès, qui a incarné les méthodes de répression les plus brutales, a souligné le réveil des mémoires. Jamais depuis le début du conflit de la guerre de libération n'a suscité autant d'ouvrages et a produit des produits audiovisuels dans les 2 pays. 3 générations après, la question de transmission de la mémoire et de sa prise en charge se pose avec acuité. On en est où aujourd'hui? Sommes-nous réellement dans cet réveil des mémoires? Et quel est le rapport qu'entretient la génération d'aujourd'hui, donc plus de 64 ans depuis notre indépendance, avec cette histoire tourmentée de la guerre de libération nationale? Alors d'abord la rénovation, la restauration de nos films, que ce soit au cinéma ou à la télévision, parce qu'il y a eu des choses très importantes qui ont été faites dans la télévision, la contribution de la télévision a été majeure. Ça, c'est la première chose. Il faut s'y intéresser, ça demande de l'argent. Il y a des sources de financement extérieures, des gens qui s'intéressent à notre cinéma. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question de la mémoire, c'est aussi lié à notre capacité à sonder l'histoire de l'Algérie, au-delà du 1er novembre. Mais en réalité, notre problème à nous, ici, aujourd'hui, c'est de dire aux Algériens, par exemple, je trouve important qu'on ait fait un film, que Adila Ben Dimrad et Blami Honoré aient fait La Dernière Reine. Parce que là, on remonte
à l'arrivée des Ottomans. Tout à fait. Et à la question de savoir est-ce que... Un film à voir absolument. Voilà, Ahmed Bey par exemple. Mais au-delà de cela, il y a, si vous voulez, quand vous leur dites Saint-Augustin ou bien le roi Juba II qui a écrit une bibliothèque, qui a écrit l'équivalent d'une bibliothèque, au moment où les Européens étaient dans des cavernes, on avait un poulet, on avait des gens, on avait des penseurs comme Saint-Augustin, qui est un Algérien. Et il faut qu'on s'intéresse à cela pour que les jeunes comprennent qu'on n'est pas né en 1er novembre. Il faut aujourd'hui, bien sûr, sacraliser le 1er novembre, mais aussi reprendre une description de la profondeur de l'histoire de l'Algérie pour que les jeunes se sentent, n'aient pas envie de partir, qu'ils aient envie d'avoir un avenir dans leur propre pays. Vous n'avez pas répondu à ma question. Allez-y. J'aimerais bien intervenir parce que Mohamed M. Labidi. Bidjaoui est là et j'aimerais en profiter pour écouter son interprétation. Là, écouter ça. Ouais. Maintenant, j'aimerais comprendre dans l'histoire qu'il y a une période charnière entre l'introduction, l'invasion coloniale française et les Turcs. Cette période-là, qu'est-ce que les Turcs ont écrit? Est-ce qu'il y a des archives sur cette période-là? Ça, nul ne le sait, malheureusement. C'est vrai que oui. D'avoir un avis Bien sûr. propre. Quand même. Alors, c'est vrai que la période de l'invasion est une période silencieuse, puisque ni les Français, ni nous les Algériens, n'avons parlé de cette invasion, n'avons fait de film sur cette invasion. Est-ce que l'histoire a réellement échappé aux historiens, Ahmed Bidjaoui? L'histoire, malheureusement, je ne veux pas me... Chacun se l'approprie, les réalisateurs, les littérateurs, les artistes peintres aujourd'hui. Oui, mais à mon avis, il y a deux segments très différents. Il y a le travail des historiens qui consiste à recouper les informations, les contrôler, les avérer 3 fois, et le cinéaste qui donne son point de vue sur l'histoire. Ça n'a rien à voir. En parlant de peinture, je dis dans ce livre sur la Grande Libération que pour moi, les peintres orientalistes, lorsqu'ils sont venus, ils sont venus dans les bateaux des... Horace Vernet est venu dans les bateaux des militaires. Il a planté son chevalet et nous, on n'avait pas d'image en face. On n'avait rien. Et je dis qu'en 1945, en réalité, l'élément majeur, tout d'un coup, on a Khouja, on a Issiakhem, on a Khadda, etc., qui projettent une image propre à l'Algérie et qui dit nous sommes différents de vous, donc nous avons le droit d'être indépendants. C'est la naissance du mouvement national, c'est la vraie naissance. C'est-à-dire comment vous pouvez projeter votre propre image contre l'image que l'autre veut vous imposer. Vous en parlez également à la page 33 de votre ouvrage, Ahmed Bidjaoui, Guerre et cinéma de libération, à lire et à voir chez votre libraire habituel. Vous citez bien sûr l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, après Dib, c'est bien sûr Kateb Yassine, qui lui parle du 8 mai 45. Absolument. Il dit « Je suis né d'une mère folle, très géniale. Elle était généreuse, simple, et des perles coulaient de ses lèvres. Je les ai recueillies sans savoir leur valeur. Après la naissance du 8 mai 45, je l'ai vue devenir folle, elle, la source de tout. Elle se jetait dans le feu partout où il y avait du feu. » Aujourd'hui, le cinéma serait-il un vecteur d'apaisement, justement, entre les deux pays, l'Algérie et la France? Déjà, avant de s'apaiser, il faut se raconter. On a oublié de se raconter. Donc il faut... Aujourd'hui, nous avons traité du 1er novembre, je pense. Je crois que les biopics, par exemple, sur les héros de la Révolution, à un moment donné, après l'indépendance, c'était un seul héros, le peuple. Et puis après, c'était un seul héros, les héros. Et on s'est perdu au milieu. En fait, la vraie histoire, c'est... Cette révolution, elle est populaire. Il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu des enfants. Et quand vous parlez d'1 million et plus de morts, ça veut dire que c'est quand même 10%, 15% de la population. C'est pas... Les chefs ont été des guides parce qu'il fallait bien des chefs. Mais donc il faut raconter comment cette jeunesse, parce que c'est des générations. Ceux qui avaient 18 ans, ils prenaient le maquis en 55 et ils mouraient en 56.
Et ceux de 56, ils prenaient le maquis, ils mouraient en 57, et ceux de la génération, la classe 58, les remplaçaient. Donc il faut déjà raconter ça. Ensuite, il faut raconter tout ce qui est à la source de cette guerre de libération. Comment on en est arrivé là? Pourquoi on a été colonisé? Comment on a vécu pendant l'époque ottomane? Quelle est l'histoire profonde d'Algérie? L'histoire, pas romaine, mais numide. Parce qu'il y a des tas de fausses idées qui sont semées. Vous avez le Médrassen ou bien le tombeau dit de la chrétienne, mais qui est tombeau royal de Mauritanie, qui sont de l'architecture numide. C'était des architectes, simplement comme nous sommes en train de parler en français, ils parlaient latin. Et ils ont été formés à Rome ou ailleurs, mais c'était des Algériens. Donc tout ça, c'est des mémoires à reconstituer de notre côté pour qu'on soit très très fort et parler avec les Français en étant très fort, en étant sûr de notre passé, parce qu'il est antécédent au leur, et à ce moment-là, c'est le respect mutuel. Et la restitution, bien sûr, des archives est une autre thématique sur laquelle nous reviendrons certainement à la rentrée prochaine. Votre ouvrage Cinéma et guerre de libération nationale, Algérie des batailles d'images, je le rappelle, paru aux éditions chez Heb. Franchement, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais le concept du Culture Club, c'est d'être dans une forme de polyphonie. Exactement ça. Et puis, nous parlons encore une fois de mémoire et d'histoire. Eh bien, quand le vêtement devient mémoire, à travers notre deuxième invité, Mohamed Labidi, bonsoir. Bonsoir. Votre ouvrage, L'habillement masculin en Algérie, impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle, aux éditions, je le rappelle encore une fois, Hélium. Nous disions au sommaire de l'émission, avec vous, après la lecture de cet ouvrage, disponible chez les bons libraires, eh bien, nous sommes dans trois approches. Une approche artistique, parce que vous êtes designer, une approche historique, parce que vous remontez le cours de l'histoire, et une approche également historique. Et qu'est-ce qui a réellement conditionné l'écriture de cet ouvrage? On revient encore une fois à la lutte contre l'amnésie et surtout à la restitution de cette mémoire pas aussi lointaine qu'on pourrait penser. Oui, moi cet ouvrage, il a apparu dans ma tête, l'idée, le sujet, il est de source universitaire. J'étais en études aux Arts Déco de Paris, quand il fallait être sanctionné le diplôme CANA par un mémoire de fin d'études, un grand projet. Alors, lui, d'ailleurs, je remercie, je rends hommage à mon directeur de mémoire qui s'appelle Ignace Weber, qui est un réglo, et qui m'avait proposé de chercher un sujet qui se rapportait à la culture de mon pays et à la société, quoi, etc. Parce qu'il y a une analyse sociologique dans cet ouvrage. Hein. Oui, Pierre Bourdieu, d'ailleurs, j'ai des références. Alors, je me suis dit, allez, il faut trouver un sujet et venir demain matin, dans une semaine, me rendre une réponse. Quand le voilà, j'ai un souci, qu'est-ce qui nous a amené à évoluer avec un costume occidental et de laisser le nôtre? C'est quoi? J'aimerais bien chercher là-dessus. Il m'a fait un plan de travail, j'ai entamé la recherche des bibliothèques jusqu'à rue Richelieu aussi. Là. Et vous écrivez dès le départ, vous plantez le décor, si vous me permettez l'expression, vous écrivez « Quand le vêtement devient mémoire, dans une rue d'Alger, un homme marche. Son pantalon est moderne, sa chemise récente, ses chaussures achetées en vitrine. Rien ne le distingue à première vue des silhouettes contemporaines que traverse la ville. Pourtant, sur ses épaules, un burnos repose encore. Il ne l'a pas enfilé pour se montrer, mais pour affirmer une appartenance. Il l'a porté sans y penser, comme on emporte avec soi quelque chose d'essentiel, presque involontaire. Ce geste à peine perceptible dit déjà beaucoup. Alors justement, on se pose la question, il dit quoi en substance, justement, cet accoutrement entre parenthèses? Que reste-t-il de cet attachement, de notre identité à ce qui s'est passé hier? C'est-à-dire que malgré cette colonisation, la colonisation n'a pas colonisé les esprits complètement. Donc il avait la tradition de porter son burnous, enfin le burnous c'est l'air fait, le biais de faire en ville, etc., pour sortir à l'extérieur, faire ses activités, etc.
par réflexe. La colonisation des esprits dont parlait Fanon, bien sûr, à travers toutes ces idées fanoniennes. Fanon, oui. Ouais. Et vous écrivez, en Algérie, le vêtement a longtemps parlé avant les mots. Il précédait le discours et souvent le rendait inutile. Il disait l'âge, l'origine, la place dans l'ordre social. Il signalait l'appartenance à une maison, à un groupe, à un territoire. Il protégeait du soleil et du froid, accompagnait la prière, respectait la pudeur du corps. Chaque étoffe, chaque pli, chaque manière de porter racontait une histoire transmise sans être formulée. Justement, d'où ma question, que reste-t-il de tout ça aujourd'hui en 2026 ? Il reste il n'y a que les Touaregs qui sont restés hermétiques, déjà, pour en parler. Mais sinon, dans les régions rurales, il y en a toujours, il reste le costume est là, le costume traditionnel, c'est certaines générations. D'ailleurs, il revient actuellement. Il y a une certaine attirance pour les jeunes de l'identité, etc., à revenir sur le costume traditionnel. Vous parlez également de cette colonisation, une colonisation qui a complètement déstructuré, qui a fait voler en éclats nos traditions, nos croyances, mais également notre rapport à l'habit. Vous en parlez à la page 41, vous parlez de ces structures sociales entre parenthèses, et vous dites dans l'Algérie traditionnelle, l'individu n'existe jamais seul. Avant d'être un homme singulier, il est d'abord fils. Parent, membre d'un clan, habitant d'un village, héritier d'un ancêtre. L'identité ne se construit pas autour de l'individu autonome, mais autour de cercles successifs qui l'enveloppent, le protègent et le définissent. Chaque homme appartient à une maison, à une lignée, à un territoire. Il est situé avant d'être nommé. Absolument. Ces structures, aujourd'hui, on en parle encore. On en parle, bien sûr, parce que déjà, le costume, c'est l'image sociale. Le terme, le taha classique, comme l'architecture. C'est une image sociale, c'est une identité de l'individu. Le fait de porter un costume, parfois, il y a beaucoup de codes pour les costumes. S'il est médecin, on peut le reconnaître, un médecin, ou là, un intello, ou là, un enseignant, etc. Il y avait une manière de s'habiller. Si on est, comme le gardien de la foi, la mosquée, etc., le directeur de la mosquée, c'est traditionnel. Carrément. Par exemple, il y a plusieurs paramètres qui ont perturbé, qui sont intégrés au costume traditionnel. Premier paramètre, bien sûr, c'est le recrutement des soldats, les spies, etc., par les colons. L'intégration du costume occidental, costume européen, c'est le fait de recruter quelqu'un qui a d'habitude s'habille en gandoura, etc., le recruter dans une fabrique. À l'époque, les fabriques, c'était des lanières kbar en cuir, des courroies, avec c'était ça l'usine, l'époque, la fabrique Tazman. Alors, il y avait des risques. La gandoura, elle est accrochée à il y a des risques. Donc, on leur a exigé de porter le bleu de travail, par exemple. Ou il y a les sociétés. Oui, bleu Chine, ça c'est une histoire. Le babo qui venait de Chine, qui allait en Marseille surtout, et c'est à Marseille qu'ils ont eu. Bien sûr, vous parlez souvent des hommes dans cet ouvrage, de cet habit traditionnel, donc justement des hommes. Et vous écrivez justement à la page 100 dans la ville, vous dites « Deux mondes existent, celui des hommes, les cafés, les bains publics, les marchés à l'extérieur, tandis que à l'intérieur, les petites ruelles où se trouve l'intimité du monde, clos, réservé aux femmes. » Justement, on se pose réellement la question aujourd'hui, quelle réalisation vestimentaire, dans quelle réalisation vestimentaire étaient ces femmes? Mais où sont les femmes dans cet ouvrage? Je ne les retrouve pas. C'est le costume masculin. Oui. Je parle du costume parce que c'est deux statuts quand même. Le statut de l'homme et le statut de la femme. Là, c'est la société qui le... Et oui, vous parlez également de ce costume, le costume et le sacré dont vous parliez à l'instant à la page 61. Vous dites que le pèlerinage, vous parlez donc justement de ces... la satra. La satra, exactement, ça, tout à fait. Vous parlez également de l'effacement et du retour dans ce paragraphe-là. Vous dites que parmi les pièces essentielles du costume masculin, le sarouel occupe une place centrale, ample, plissé, s'arrêtant
sous la rotule. Il répond à plusieurs exigences à la fois. Dans le travail quotidien, qu'il soit agricole, artisanal ou domestique, sa coupe large libère le corps. On peut s'accroupir, marcher longuement, s'asseoir au sol sans contrainte, mais surtout, le salwal facilite les ablutions rituelles indispensables à la prière musulmane. Grâce à son ample, l'on peut se purifier sans difficulté à tout moment de la journée. Mais la société aujourd'hui dite moderne n'est-elle pas dans une forme de refus aujourd'hui de cet habit traditionnel quand on voit quelqu'un dans les rues d'Alger ou à Constantine ou à Annaba habillé d'une façon assez traditionnelle? C'est un peu, entre parenthèses, Moi, je pense que bizarre. Ça revient culturellement. Au-delà des fêtes traditionnelles. Au-delà des fêtes. Au-delà des fêtes, oui. Déjà, le tourisme, on s'occupe du tourisme, s'habille pour les guides touristiques. J'ai vu que les guides touristiques s'habillent en citadin d'Alger traditionnel. Hein. Enfin, il y a le Tchangaï aussi qui est là, avec le tricot. C'est spécifique à l'Algérois. Il y a la chéchia, il y a alors donc, ça revient quand même ça, à la mode, je pense. Hein. Et vous nous parlez entre autres de ce panache. Vous dites que c'est une solution fragile. Hein. Voilà, vous dites, de cette rencontre naît une silhouette nouvelle. Un homme porte un vêtement traditionnel complété par une chemise européenne, un béret ou des chaussures industrielles. Ce mélange devient une solution pratique, une manière de concilier deux mondes. Et chez les générations adultes, ce panache permet de répondre aux exigences du travail sans renoncer entièrement à l'identité culturelle. Il traduit une adaptation silencieuse, mais parfois douloureuse. Pourquoi douloureuse? Parfois douloureuse parce qu'il y a donc je voulais revenir au panachage, le costume. Je prends un exemple concret. Les anciens combattants, ils avaient un blazer en dormeuil, un tissu, on l'appelait dormeuil, alpaga, etc., tout ce que vous voulez. Et le sarwal, stifa, sarwal sabat anal, donc il portait un panachage. Que je dis le blazer anglais avec le serwal, la forme de serwal, au même tissu, tissu de luxe, avec chouïa, etc. Bien sûr, et le turban. La tradition aujourd'hui est en dialogue avec la modernité. La modernité, on peut dire ça comme ça. C'est jouable. C'est permanent. Oui. Il me regarde d'une drôle façon, Ahmed Bejaoui, pour quelle raison? Non. Oui. Non, moi je me souviens. J'aimerais bien. Mon grand-père avait deux fils, dont mon père et mon oncle. Et mon père avait décidé, il est né en 1910, il a décidé de se mettre en costume 3 pièces. Et mon oncle est resté avec, mais alors toujours tiré à 4 épingles, vraiment très élégant et tout. Et mon père a fait la révolution, mon oncle n'a pas fait la révolution. Et il le dit, chez les jeunes générations, le basculement est presque complet. Le costume européen domine, porté non plus par contrainte directe, mais par la mode, la consommation et la mondialisation. Le mouvement cesse d'être alors mémoire pour revenir conformité. Il raconte plus l'origine, il répond à l'instant, justement, à beaucoup de questions. Ça s'appelle l'habillement masculin en Algérie, impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle. C'est paru aux éditions Hélium. C'est en vente libre chez les bons libraires. Merci beaucoup d'avoir fait une halte, Mohamed Labidi. Des livres. Et des livres, encore une fois, ce soir sur le plateau de Culture Club. Vous savez aussi bien que moi que cet objet de désir et de plaisir nous réunit tous les dimanches soirs de 22 et ce jusqu'à 23h. Et bien justement, nous allons cette fois-ci vous offrir un autre ouvrage de celle qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Safia Belhoussin Ismaili, bonsoir. Bonsoir. Votre ouvrage, 1er novembre 54, Petite histoire dans la grande histoire, préfacé par Zari Lapter, c'est paru aux éditions de l'Odyssée. Et je pense que ce qui a provoqué l'édition de cet ouvrage, ça a été d'abord une rencontre, un échange radiophonique. Oui, la radio a été un élément majeur dans ma vie. Mon premier souvenir de la radio, c'était quand mon père avait acheté en 1959 ou quelque chose comme ça, la grosse boîte magique. D'ailleurs, l'un de mes souvenirs est intitulé La boîte magique. Il est arrivé avec un gros carton et c'était une radio avec des disques de chansons européennes et puis des chanteurs algériens aussi de l'époque. Et en fait, il avait masqué l'achat de cette radio par ces disques. En fait, c'était pour écouter Saut al-Jazair. Voilà. Et donc, le soir, quand il y avait l'émission, il fallait calfeutrer la maison, il fallait surtout ne pas faire de bruit parce que c'était le couvre-feu, il fallait qu'il écoute presque en sourdine
l'oreille collée à la radio. Et donc, voilà, ma rencontre avec la radio, c'était ça. Ce monde magique qui s'ouvrait à vous. Absolument, c'était passif. Qui vous ouvrait au J'étais monde. auditrice passive jusqu'aux années 70, quand j'étais adolescente, et que j'avais hérité de cette radio, que j'ai toujours. Et donc, je pouvais écouter, c'était la chaîne 3. Depuis, je vous ai écouté il y a 48 heures à la chaîne 3 dans une émission du soir. Ah oui, oui, je suis intervenue, oui, il m'arrive d'intervenir assez régulièrement. Et donc, c'était comme ça, c'était lors d'une émission animée par Toufiq Menjli à l'époque, que je salue au passage, à la chaîne 3, où j'ai raconté la première fois que j'avais vu un moudjahid chez nous. Je ne savais pas que c'était un moudjahid. Et donc voilà, ce point, ça a été le point de départ. D'autres auditeurs ont sollicité, ont demandé mon numéro de téléphone. Ils m'ont raconté, partagé des souvenirs de leur enfance dans la guerre. Je les avais, voilà, c'était comme ça. Mais moi, depuis ce petit souvenir du moudjahid, d'autres sont arrivés. Et dans mon blog, je transcrivais donc mes souvenirs de l'enfance dans la guerre. Je ne sais pas si vous avez vu un film, il va tout de suite nous le confirmer, Ahmed Bejaoui, c'est L'Enfer à 10 ans. Oui, oui. Encore une fois, qui est une pièce fondatrice de notre histoire, de notre cinématographie. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de résonance ou d'écho entre ce film-là, parce que les invités, on ne les réunit pas par hasard, il y a toujours un fil conducteur ou un écho, un rapport assez fragile et surtout un rapport assez invisible à la mémoire et à l'histoire. Et donc justement, à travers vous, on va, chaque page, chaque histoire, chaque rencontre est habitée par la peur. Oui, je pense que, étant enfant, vous ne savez pas, vous ne mesurez pas la dimension des événements qui se passent autour de vous. On sent une épée de Damoclès sur la tête. On est enfant, on glane des propos. Parfois sans en comprendre le sens. Tels que les termes que disait mon père ou les voisins, rfdouh, met adbouh met, tla al-jbel. Le djbel, autour de moi, il n'y avait pas de djbel, parce que c'était la plaine du shérif, mais tla al-jbel déjà monté. En fait, bref, il y avait des termes comme ça qui nous ont habités sans qu'on en comprenne le sens. Et tous ceux qui m'ont partagé leurs souvenirs, certains, donc il y en a 6 ou 7, c'était toujours cette incompréhension, ce mystère. On n'avait pas le droit de poser des questions. Il y avait d'ailleurs un Tahar qui disait, quand je posais des questions à ma mère, tu dis « Ruh tel'ab ». Parce que c'était tabou, et on sentait, c'est pas le ruh tel'ab parce que c'est un thème ou une question d'intimité personnelle, non, c'était le ruh tel'ab qui véhiculait une dangerosité. Et donc, on n'allait pas plus loin dans notre... Il n'y a pas que votre voix qu'on écoute, parce que vous parlez de radio, c'est très imagé, hein, vos univers sont extrêmement imagés. Hein. Safia Belhossein Zebelli, 1er novembre 1954, Petite histoire dans la grande histoire. C'est un récit, je le rappelle encore une fois, préfacé par Lazare de Lapter, paru aux éditions de l'Odyssée. Il y a également les voix de toutes ces petites filles, je vous disais au sommaire de l'émission, on est réellement dans l'écriture de l'intériorité, une écriture de l'intimité, une écriture du ressenti, mais également ces images floues qu'on approche au départ, mais à travers une image qui s'éclaircit au fil des pages et au fil des récits. Absolument, tout à fait. Je pense que l'avantage de ce petit recueil, c'est que les personnes qui m'ont confié certains de leurs souvenirs, un souvenir parmi tant d'autres, parce qu'ils attendent que je les réécoute pour d'autres souvenirs, c'est le fait que moi-même j'ai vécu ça, et moi-même j'ai eu cette, je ne sais pas comment c'est venu, de pouvoir, comme vous dites, raconter, imager, en parlant d'images, imager mes souvenirs. Et ça m'a permis justement d'écrire leur propre récit de la même manière que les miens. En fait, je suis rentrée dans leur peau, dans leurs souvenirs. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que il n'y a pas de distanciation entre ce qu'ils ont vécu et ce que je raconte. Je pense que c'est assez important à dire et intéressant à dire. Après, vous avez, oui, c'est très imagé, vous avez aussi cette enfance qui est dans l'imaginaire, les contes que ma mère nous racontait, Mhadjiet,
Timoushoua en kabyle, Mhadjiat en arabe. Que vous continuez en à darja. alimenter sur votre blog. Hein. Il est un petit peu en jachère pour l'instant, mais justement, donc vous avez cet imaginaire et cette comparaison, parce que pour moi, par exemple, je racontais le Moudjahid, avant de voir sa silhouette, je n'ai vu que sa silhouette, j'avais dans mon imaginaire de petite fille de 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque, c'était le héros des Mhadjiat, c'était Dja, Aqdidesh, etc., qui arrivait toujours à vaincre ou à contourner les dangers, etc. Donc il y avait cet imaginaire, on faisait le parallèle. Pour moi, le Moudjahid était un héros, c'était impalpable, puis voilà. Donc on restait dans l'imaginaire jusqu'au jour où cet imaginaire et la réalité des adultes, la révolution, donc, etc., nous tombe sur la tête et nous brise notre coquille de l'imaginaire. Et là, on est face à la réalité. Moi, j'ai vu un Moudjahid. Wouzna a vu son père revenir après 6 mois ou je ne sais pas quoi d'emprisonnement. Ce sont des récits polyphoniques. Hein. Il est arrivé comme un épouvantail. Elle m'avait dit, c'est comme un épouvantail. D'ailleurs, le titre, c'est l'épouvantail. Il était comme ça. C'est à peine s'il relevait la tête. Ou alors le petit Tahar qui avait vu la photo de son frère, le cadavre de son frère tombé en martyr. Ou la petite Sherifa qui voit son frère aîné qui était l'icône, il revient après des tortures, etc. Je ne veux pas gâcher mais c'est très choquant. Ou alors Zahia qui raconte le départ de son frère Akli dans la photo et sur la première de couverture, qui est parti, il a abandonné son projet d'aller à la Médersa à Alger, avec son projet de faire médecine, il a tout abandonné, il est monté au maquis, et il est décédé, tombé en martyr à l'âge de 20 ans. On n'a jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Tout à fait. Vous voyez ces termes. Ces fragments de vie, c'est vraiment la rupture avec cette innocence. Film, là, quand même, hein. Absolument. Vraiment, le film. Oui. Donc, vous avez cette rupture de l'innocence. C'est une enfance éclatée, confisquée, volée. Hein. Youssef Merahi avait dit, on nous a violé notre enfance. Ouais. Et c'est la vérité, c'est la réalité. Voilà, vous savez, celle qui m'a fait de la peine dans votre récit, dans vos récits, 1er novembre 54, petite histoire de la grande histoire, c'est Tess Hadid. Tess Hadid, à qui on a volé sa poupée. Ah oui. Mais c'était un arrachement pour Absolument. cette petite fille dont l'imaginaire était extraordinaire. Et à travers cet épisode, elle avait une horreur de ces soldats-là. Oui, parce qu'à un moment donné, ces soldats, lorsqu'ils traversaient les ruelles et les villages, ils lui parlaient, ils lui donnaient des bonbons. Oui. Mais le soir où sa poupée lui a été arrachée, ça a été la détestation, la haine contre... Tout à fait. En fait, cette histoire des militaires, vous avez, d'ailleurs dans plusieurs récits, ça revient, c'est que les soldats de la journée n'étaient pas aussi méchants, n'étaient pas méchants. C'était les soldats de la nuit qui étaient méchants parce qu'ils arrivaient... Au regard des enfants. Hein. Bien sûr. Oui, au regard des enfants. Ils entraient, ils cassaient tout, ils prenaient des personnes, ils bastonnaient, etc. Donc l'horreur, le soldat de la nuit et celui du checkpoint dans la journée, quand les enfants passaient, on distribuait des bonbons, on plaisantait et tout. Wouzna disait que l'un des soldats lui disait « Tes boucles blondes me rappellent ma fille en France ». Ouais. Et donc, mais on savait tous qu'il fallait accepter les bonbons. Moi, j'avais de la peine pour Tess Hadid. Et voilà, on lui avait arraché sa poupée. C'était la première poupée qu'on avait tous dans les... Enfin, tous. Celle qui avait... Attends, mais elle le dit, on l'entendrait presque. Hein. Aucun enfant ne voulait rater l'occasion de venir découvrir cet objet qui émanait des sons, mais n'était pas une créature vivante. Personne n'en avait vu auparavant. Notre maison était devenue le lieu de rassemblement de tous les enfants du village, et même les grandes personnes osaient venir frapper à notre porte, poussés par la curiosité. Mon grand-père me l'avait ramené de France, la Pla Bella, d'après le nom marqué sur la grande boîte. On avait certes l'habitude de confectionner nos propres poupées avec 2 bâtons et 2 bouts de roseau disposés en croix que l'on habillait de chiffons ou de feuilles de figuier. On passait des heures à leur dessiner un visage et à leur confectionner une chevelure avec des chutes de laine glanées autour des métiers à tisser ou des poils de maïs. On les nommait donc singulièrement les poupées. Hein.
hein. Oui. La prononciation en kabyle, Fislit Oranim. exactement ce C'est-à-dire qu'il voulait Aranim, dire, c'est la le- mariée de roseau. Hein. La poupée de roseau, on va dire. Ex- Oui, la mariée en roseau. Exactement. Donc cette poupée-là lui a été arrachée par les soldats et elle dit à la fin de son récit, elle dit « En vain pourtant me l'a rapporté un jour. On l'avait retrouvée sur le bas-côté de la route, accrochée à un figuier de Barbarie. Elle était couverte de boue, sa robe était déchirée. On lui restituait une petite touffe de cheveux et il lui manquait des doigts à la main gauche. Je ne pus m'empêcher de faire le rapprochement avec la femme martyrisée, parce qu'il y avait une femme dans le village qui, toute la nuit, Avait été torturée. avait été torturée. Hein. On avait l'impression qu'elle mettait au monde un enfant, mais c'était les tortures qui ont duré toute la nuit. Un parallèle qui m'arracha brutalement à mon enfance et me propulsa dans le monde des adultes. Elle s'appelle Tessadit, mais par contre, notre invité a pour nom Safia Belhossein Zmerli. Son ouvrage est en vente libre et chez les bons libraires, 1er novembre 54, Petite histoire dans la grande histoire, préfacée par Zali Lacter, c'est paru aux éditions de l'Odyssée. Merci d'avoir fait une halte sur le plateau de Culture Club. Merci. C'est en vente libre. Et puis, dernier invité ce soir, on garde entre parenthèses toujours le meilleur. Pour la fin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nariman Roulamlah. Bonsoir. Bonsoir. On parlait de l'écriture, de l'intériorité, on parlait également de cette intimité. Et bien justement, dans plusieurs de vos expositions, dont celle qui s'est passée il n'y a pas longtemps lors de la Journée internationale des femmes à la Villa Abdeltif, donc vous parlez également de votre rapport à la mémoire, de votre rapport à l'objet, de votre discours avec le silence. Parce que vos univers plastiques, on n'a jamais pu les dissocier à vos lectures littéraires. Ouais. Impossible. Bah alors, je voudrais dire déjà, je suis très émue par ce qu'elle vient de raconter, parce que moi, elle raconte, et moi, j'étais projetée dans le monde de celui de ma mère quand elle me racontait ce qui s'est passé. Et là, franchement, passer après à mes mémoires, c'est pas que j'ai du mal, mais... Non, mais mémoire commune ce soir. Ouais, Je vous parlais on d'une reste séance de dans- psychanalyse voilà, de groupe exactement. sur le plateau de Culture Club. Bon, alors, moi, le rapport que j'ai avec l'objet depuis que j'ai commencé à peindre, c'est pas qu'il fallait trouver un, mais j'ai toujours eu cette prédilection pour les objets, leur confort, leur utilité, et j'avais envie de leur donner cette âme et les faire parler. Parce que quand on recherche que ce soit une chaussure, j'ai travaillé sur la chaussure. On le voit là la sur les photos. Hein. sur bon, alors ça, c'est une peinture qui fait plus d'1 mètre. Et là, c'est un intérieur qui est assez coloré. C'est pour ça que je vous parlais de l'intériorité. L'intériorité, exactement, parce que pour moi, la maison, je suis restée peut-être au fond une petite fille à qui on demande de dessiner, qui dessine finalement une maison, parce que tous les enfants dessinent une maison au premier, et pour eux, c'est une sécurité. Et donc... Une protection. Hein. Une Une protection contre un virus invisible d'abord. Exactement. C'était le coronavirus au départ. En fait, j'ai commencé à dessiner mes intérieurs quand on a été confinés pendant 3 mois. Vous parlez même d'emprisonnement. Bah oui, d'emprisonnement. Et puis pour moi, je me suis dit, pour moi, la maison est devenue une sécurité et que dehors, c'était pratiquement la mort, le danger. Et c'est à partir de là que j'ai utilisé mes fauteuils, mes bibelots, ce fouillis inextricable. C'était vos dans ma compagnons. peinture. Oui, exactement, et à qui je donnais. Et puis ces moments-là, tous les jours, je postais des trucs. Alors c'était pour moi une nécessité de poster, de communiquer avec les autres, cet échange. l'extérieur, Oui, le monde extérieur. Le monde extérieur est virtuel en fait. Ouais. Et donc c'était franchement une véritable thérapie. Et pour moi, mes espaces sont devenus de véritables scènes où, c'est-à-dire comme un truc de torero, où des performances émotionnelles, chromatiques, et avec aussi un facteur, comment dire, humain. Et un facteur humain qui était présent quelquefois dans ma peinture, soit il y a le visage humain, soit il y a un visage d'un animal qui est le chien, un canin, parce que pour moi c'est la sécurité, la protection. Quand ils sont là, j'ai un coussin où il y a le visage d'un... C'est l'âme d'une petite fille que vous nous invitez à... Tout à fait. Tout à fait. Peut-être qu'au fond de moi, je suis restée avec ce regard vers le monde extérieur qui fait de plus en plus peur. Et on nous a fait peur pendant ces 3 mois de confinement. On a vu On pensait des que gens... c'était 3 ans presque. Hein. Oui, oui. Ouais. Le monde a basculé. Bouleversé.
on nous a montré des images, pour parler d'images, on nous a montré des images du monde entier, avec des villes vides. Je ne sais pas si c'était... Le monde s'est arrêté. Voilà. Donc pour moi, je regardais ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à notre planète? Qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, la maison est devenue pour moi un refuge. Un véritable cocon. Ouais, et c'est là où j'ai commencé à mettre sur ma peinture, sur mes toiles, beaucoup d'objets, il y a eu une surcharge. Il n'y avait pas eu de d'objets. position fétale, par contre, quand vous parlez de protection ou de cocon. Hein. Non, bizarrement non. Mais moi, c'était beaucoup plus dans les objets, cette surcharge. J'ai surchargé mes toiles d'objets. Tous les objets racontaient une vie, Ouais. ont une vie, racontent une Exactement. vie, Tout à témoins d'une vie. J'avais ce besoin-là. Et alors, j'utilisais comme support du papier craft que je marouflais sur la toile. Et le papier craft, j'ai découvert à ce moment-là le papier craft comme support qui était extraordinaire. Donc je buvais un café, il y avait des taches de café qui se déversaient et ça faisait partie de mon quotidien. Ouais, voilà, donc j'écrivais et puis j'écrivais à l'envers. Dans mes toiles, il y a des écrits, mes billets d'humeur, mais je les écris jamais à l'endroit, ils sont tout le temps à l'envers. Comme certains miroirs. Comme certains miroirs. Voilà. Pour mon simulacre, l'exposition que j'ai faite. J'avais souvent inversé les miroirs. Inversés, exactement. J'ai inversé plutôt mes quelques toiles. Et j'ai même mis des toiles à l'envers pour attirer le regard du regardeur. Parce qu'à un certain moment, on faisait des selfies, on ne parlait pas assez de l'artiste, on ne regardait pas assez de la toile. Voilà. Exactement, parce que c'est primordial pour moi qu'on s'immobilise devant une toile et qu'on la contemple et qu'on prenne le temps de le faire. Alors, si nous parlions donc justement 5 minutes avant la fin de la rencontre de ce soir, si nous revenions sur les écritures plastiques et les écritures littéraires, impossible en ce qui vous concerne de dissocier l'une de l'autre. Complètement. Moi, devant ma toile, il me faut cette je ne sais pas si je peux parler de métamorphose littéraire. Et de déformer les mots ou de déformer pour... Vous les appropriez complètement. Vous les malaxez, vous les travaillez, vous les retravaillez, alors vous les rejetez, vous les récupérez. Je suis dans une véritable métamorphose. Je joue avec les mots, j'ai envie de leur donner un autre sens. Et c'est indissociable. Quand il y a une peinture à côté, il y a cette nécessité de poser des mots, de poser Une écriture littéraire et plastique assez sereine ou c'est tout le contraire? Ah non, je ne suis jamais sereine. Quand déjà, ni devant une toile blanche, ni devant une feuille blanche. Il y a un stress qui me gagne. Et on a parlé tout à l'heure d'un accouchement, d'une gestation, que ce soit, je suppose, pour... On en parlait bien avant le début de l'émission. Voilà, bien avant. Ça c'était un peu dans les coulisses de Culture Club. Voilà, donc, mais il y a une gestation qui se fait. Et moi, quand je commence une peinture, on me dit « Ah ouais, t'es artiste, mais tu dois être zen ». Ben non. Quand je commence, je suis dans un... Vos peintures sont loin d'être un long fleuve tranquille. C'est plutôt une mer franchement, rouleuse. Oui, c'est dans... Et quand elle finit, quand la toile finit, je ne sais pas si elle doit finir un jour, mais pour finir une toile, il faut deux. L'artiste qui peint et l'autre artiste qui lui demande d'arrêter. Et c'est vrai, on n'arrive jamais à... Vous restez dans l'inachevé. Oui, quand je vois mes œuvres, quand je vois ma peinture qui est sur les murs, comme ça, déjà exposée, je me dis, mais bon, si on me la rend... il y a des choses à refaire, à finir, parce que ouvrir une porte peut-être, laisser passer une lumière, c'est toujours... Et que cache cette porte entrouverte? On se pose réellement la question, pour être dans une forme d'écriture psychanalytique ou peu. Cette porte ou cette fenêtre, parce qu'il y a souvent une fenêtre dans ma peinture, il y a souvent des portes ouvertes qui laissent rentrer cet extérieur. Et cet extérieur qui veut rentrer chez nous, cet ailleurs qu'on n'a franchement pas envie d'avoir, mais qu'on crée chez nous. Cet ailleurs qu'on imagine. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que j'ai écrit aussi un petit truc, je me suis dit, quand on ouvre une fenêtre, on a envie de voir ce
par exemple, moi, si j'ai envie de voir la mer, ben, je vois la mer. Si j'ai envie de voir un ciel vert, eh ben, j'ai envie de de voir ce vert-là. Et je l'invite à l'intérieur, C'est la raison pour laquelle on parlait encore une fois de ce rapport, de cette écriture, de l'intime et de l'intériorité. Dernière question avant parce qu'on me dit que c'est déjà la fin de l'aventure, ça passe tellement vite, cela dit en passant, surtout quand on a des agitateurs aussi intéressants tous les dimanches soirs. Y a-t-il une forme d'écho, de dialogue ou une forme de réverbe entre simulacres, ce qui s'est passé bien sûr à la ville de Abd el-Latif, et puis ce qui se passe en ce moment, jusqu'à la fin de ce mois, à l'espace Artissimo, où il y a 6 artistes en dialogue venus d'horizons différents, mais qui dialoguent entre eux. Et j'ai même entendu dire que c'était vous qui aviez trouvé ce terme de 6 différents, 6 artistes en dialogue. Ouais, 6 différents et 6 différents, effectivement. Dialogue et confrontation par la même occasion. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit pourquoi pas trouver un thème en commun. Après moi, chacun a sa vision des choses. On est parti après, chacun fait ce qu'il doit faire. Et finalement, ça a donné une belle exposition dans un bel écrin, que celui de la galerie Artissimo. Et après, si je dois parler de mon travail, il y a toujours un lien, forcément, entre ce qui s'est passé à Dar Abd el-Latif Simulacre, ou ce que j'ai donné à voir à mon regardeur, à mes regardeurs, à les inviter à entrer dans moi. C'est ça le souci, parce qu'au-delà de la composition d'un tableau, de sa perspective et tout ce qu'on veut, sa technicité, ce qui est important, ce qui est beaucoup plus important, c'est son contenu et sa vérité. Et c'est ça, et quand on touche et quand il y a l'émotion, parce qu'on déverse toute son émotion dedans. Vous êtes la seule femme, hein? Ouais. Ouais. Je suis la seule. Avec ou contre 5 hommes? Non, on va dire avec. Dans l'art, il faut être dans l'échange et dans l'empathie et dans tout. Quel est votre rapport aux chiffres? Il revient souvent dans vos réalisations et dans vos univers. J'ai fait. Ça fait un moment, j'ai fait une vidéo que où il y avait le chiffre 7, où il y avait 7 filles. 7 filles qui étaient en train de. En chiffre 0, qui était en train de se faire le qardoun. J'ai travaillé sur le qardoun et cette transmission, il y avait parce que le 7, c'est symbolique pour nous, que ce soit dans le Coran, dans le 7, c'est un chiffre qui nous amène au ciel, donc vous êtes pour dans moi, une forme de verticalité. Verticalité, exactement, une ascension. Et ça s'est vu aussi dans l'œuvre que j'ai présentée à l'IFCA, mais qui était une œuvre complètement différente parce que c'était de la photographie. Et j'ai travaillé avec aussi des chiffres, 144 petits. Bon, il y a toute une étude là-dessus. Peut-être qu'on prendra un rendez-vous. Avec un énorme plaisir pour une autre séance de psychanalyse, comme chaque dimanche soir. Eh bien, la réalisatrice Amel me dit que c'est déjà la fin de l'aventure. Attention à l'animateur, le générique va monter. Enfin, ce qui va défiler, ce qui va certainement vous ramener à partir, à pousser les portes de votre libraire. D'abord pour demander l'ouvrage de Ahmed Bejaoui, Cinéma et Guerre de Libération Nationale, Algérie des batailles d'images, paru aux éditions Chihab, qui rappelle une belle musique de échafaud, ascenseur vers l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud. De Louis Malle. Exactement. Et surtout, la musique de Miles Davis. Miles Davis. Voilà, cette musique d'une beauté extrême qui nous annonce la fin Karim, de l'aventure. Je peux dire allez-y, bien sûr. Juste pour dire que l'exposition est là jusqu'au 30 juin et que ce serait bien d'y aller parce que vous allez trouver 6 univers complètement différents et pas mal quand même. Et rarement serein, ça je peux vous le dire. Un autre ouvrage à mettre entre toutes les mains, celui de Safia Belhoussine Zmili, ça s'appelle 1er novembre 54, Petite histoire dans la grande histoire, paru aux éditions de l'Odyssée. Puis l'habillement masculin en Algérie, donc impact de l'influence culturelle d'une société occidentale sur une société traditionnelle. Par contre, ça là, c'est un ouvrage paru aux éditions Hélium et nous saluons bien sûr les réalisations et surtout parfois même les inquiétudes d'un certain Roman Mesiani qui est tellement poète, qui reviendra souvent sur ce plateau également pour nous parler de ses réalisations et de son rapport avec les auteurs. Je tiens à vous remercier Ahmed Bejaoui pour cette autre aventure nocturne.
Et puis à très bientôt, j'espère, parce que j'ai entendu dire que vous aviez toujours un projet, il faut vous surveiller comme du lait sur le feu. projet de quoi? D'écriture d'un ouvrage, encore et toujours. Ah, bah, toujours. Oui, Ahmed Bejaoui, et pas derrière que. la caméra, mais ça c'est un autre questionnement sur lequel nous reviendrons. Merci beaucoup Mohamed Labidi, à bientôt j'espère également. Merci à vous. Un grand merci à Sophia, je le rappelle encore une fois, Belhoussine Zimilli. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est nous qui vous remercions. surtout de préserver cette mémoire, encore une fois, de la génération d'hier. Et puis, Naliman Roulamlah, Merci. merci, à très bientôt. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à Karim de nous réunir. Nous avons réuni. Ben, écoutez, de ce plateau. écoutez, moi je dis souvent, Exactement. bienvenue à vous sur C'était le, très bienvenue, agréable. bienvenue sur le premier site de rencontre culturelle en Algérie. Ça s'appelle bien sûr Culture Club qui vous fixe rendez-vous quand est-ce? Eh bien, la semaine prochaine auprès d'autres intranquilles de la culture. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, séance de rattrapage jeudi à 11h à bon entendeur. Merci mesdames, merci messieurs.